Bien au ZCL News. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 octobre, il est 12h30 et je serai avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir aujourd'hui différents invités, dont Barbara Montpierre qui est déjà avec nous. Bonjour, qui va nous parler du salon Maman Timoun. On parlera aussi avec Aline Mugerin et sa chronique On nous prend, tant gardez-nous. On va parler des yeux et de comment la prise en charge à 100% peut être faite. On aura l'occasion en ces temps de Toussaint aussi de voir avec Yori Biras, thanatopracteur, parler des pratiques autour de la mort et de comment accompagner au mieux les familles et les défunts. Il s'agira aussi de parler avec Laurence Makiaba d'une manifestation qui aura lieu ce week-end, donc le 4 et le 5 novembre sur Pointe-à-Pitre. On verra tout ça avec nos invités. Au niveau des titres aujourd'hui, il sera l'occasion de parler du colloque qu'il y a eu, présentation du colloque d'Annie Bébel-Gisler qui est en lien avec la région, parlera de créole. Créole toujours sur le gosier avec une soirée poésie qui a eu lieu pour permettre aux femmes de s'exprimer avec leurs poèmes au féminin. Il sera aussi question de la Ligue contre le cancer et la ville du Lamentin qui a organisé un village en l'honneur de justement l'Octobre Rose ce week-end. Retour sur cette manifestation et on parlera des moustiques parce qu'en cette période de la Toussaint, une campagne est en cours pour lutter contre ce fléau et contre la dengue. On va voir le proverbe du jour. Donc, proverbe du jour, extrait de l'ouvrage 365 proverbes de Didier Banette. Si d'eau, si matelas, l'agent, si lombric. Donc, ça veut dire la maison ne fait pas crédit, on invite à payer immédiatement. Voilà, je ne connaissais pas, donc c'est vraiment une découverte des proverbes chaque jour, ainsi que du choucamo du jour. Alors, qui en sait? Qui en sait? Assez qui en sait, rentrer si ou qu'à rentrer. Cessez d'hésiter, décide-toi et rentre. Donc, qui en sait? Voilà, c'est nos deux mots du jour. Ça permet à chacun de découvrir ces proverbes et ces mots. On va voir déjà maintenant les titres. Alors, premier titre qu'on va développer, la présentation du colloque qui a eu lieu au niveau de la région. Donc, un dernier colloque qui datait de 2018 pour Dany Bébel-Gisler, donc pour permettre de mettre en valeur le créole. Un livre a été justement édité en collaboration avec la région et les éditions Nègre Marron. On voit un reportage d'Olivier Moradel. C'est vrai, en 2018, nous faisons un colloque autour de Dany Bébel-Gisler. Et puis, au Japon, grand-madame Lassa, on l'habitait. Et jeudi là, nous en 2023, au cas où quand même de 2018 à 2023, des jours à passer, et bien jeudi là, nous avons concrétisé œuvre. Et la région était toujours mettée alentour à madame Lassa pour que l'écrit ait été laissé trace pour les enfants Guadeloupe. Non seulement il était capoté langue là en disant mais il a porté aussi d'autres monde et montrer yo et là en cas dit d'autres monde c'est peuple là, d'accord, peuple là et ça il a porté bayo c'est langue là ça c'est en science. Il y avait toute simplicité qui était tini mais montrer yo langue là ça itini valait c'est langue yo il faut pas yo parler et en ce sens là ça il fait un bel travail. On l'en est entier yo mettez Dany Bébel-Gisler devant dans ça il fait dans tout ça il fait pour créole et c'est normalement quand ils contacté nous par rapport à livre là ça que pour nous c'est en grand chance puisque pour nous c'est aussi ça nous qu'a fait mettez livre devant et mettez livre qui tient nous devant donc rassembler tous ces textes là ça tous ces témoignages là ça tous ces mots ça qui a cabécha en toi créole en toi kilti en nous donc c'est important pour nous de faire un livre et son bel travail de collaboration avec la région avec ces contributeurs là pour redire nous avons un outil qui est essentiel pour monde connaître Dany Bébel-Gisler et notamment pour petit monde connaître Dany Bébel-Gisler c'est pour ça que nous choisi effectivement de faire événement là ça pour sembler à l'entour Dany Bébel-Gisler mais nous qui semblait aussi parce que livre là ça que trouver en tout établissement scolaire qui collège qui lycée où petit monde qui peut prendre temps découvrir bel théâtre travail Dany Bébel-Gisler fait.
Mais nous ne pouvons pas perdre le créole en nous parce que c'est non, nous ça. Et le créole là, il ne peut pas y rester ni en Guadeloupe, il peut voyager partout dans le monde. Donc, plus que jamais, fait nous garder langue en nous et pour nous dire enfants nous, eh bien, mais ça c'est son patrimoine, hein? Donc nous ne pouvons pas lâcher ça. Et c'est pour ça que le président Chalus, eh bien, il mettait des grand-madame là ça. Et je dis là, eh bien, nous avons ça qu'il faut pour nous continuer, voyez que la montée. Quand il y a les bails, si bon plus force, j'ani on l'eau association et peut-être qu'à rouler hein, par rapport à l'anglais, par rapport à qui là, il y a une force, peut-être force ça, ben il y a pas qu'à voir toutes les. Et nous, l'idée en nous, c'est garder voir si nous pouvons assembler toutes ces mondes-là, ça, et toutes ces associations-là, ça, pour nous ça faire une belle fosse, et oui, pour nous aussi laisser l'héritage, génération qui vient derrière. Et donc, promouvoir la langue et la culture guadeloupéenne sont très importants. Et justement, dans le cadre du Printemps des Poètes, la ville du Gosier avait organisé un appel justement pour les femmes en lien avec l'art poétique de se manifester et de créer des poèmes. On va voir un reportage justement avec Olivier Moradel lors de cette soirée poésie qui a eu lieu pour permettre à ces femmes de s'exprimer. C'était d'une importance capitale, une importance vraiment essentielle au niveau en fait de la collectivité de mettre en avant les femmes pour montrer l'importance de leur présence et de leur action au sein de notre société et de mettre en lumière leurs valeurs à travers en fait l'écriture de la poésie et justement les femmes Kabaraki Benmou est une opération qui est vraiment à soutenir. Nous avons reçu plus d'une quarantaine de poèmes et donc ce soir, 43 femmes ont été sélectionnées et leurs textes seront dans le recueil de poèmes. Je trouve que c'est une manifestation qui motive. Lorsqu'on lance cet appel à participer, à écrire, on sent qu'on a envie. En général, les thèmes sont très intéressants et poussent à vouloir réfléchir. Et puis parce que ce sont des thèmes qui apparaissent dans le cadre du Temps des Poètes, donc c'est toujours très riche et puis vraiment c'est très riche et puis on a envie donc de participer, voilà. Je suis une personne qui aime toujours qui aime la solitude. Alors dans la solitude tu trouves beaucoup de choses, tu trouves des choses qui te viennent à l'esprit, quelquefois des bons, mauvais. Mais moi, surtout des bons. J'aime la création, j'aime créer de tout. J'ai toujours aimé créer. Alors, en poésie, je me suis lancée. Il y a beaucoup de... Ici, chez moi, il y a des boîtes d'écrits. Et je fais la poésie sur un peu de tout. Quand je suis de bonne humeur, quand quelque chose me marque, et quand je suis joyeuse, je suis souvent joyeuse, je chante souvent. Mais j'ai choisi la poésie. Au début, beaucoup de femmes m'ont appelé pour nous dire c'est difficile, c'est un thème compliqué. Et finalement, tout le monde a écrit et on a eu de très beaux poèmes cette année. Et donc la poésie, c'est un moyen d'expression des émotions. Et justement, on va en parler avec Barbara Montpierre qui est avec nous. Bonjour Barbara. Bonjour Imane, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, il sera question du salon Maman Timoun et Famille, qui aura lieu ce week-end. Et donc Barbara est là pour en parler puisque normalement, il y aura une conférence qui sera en lien avec l'expression comment s'en libérer. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi, un privilège de pouvoir participer à ce salon qui est une première. Donc, j'ai trouvé ça très innovant et bien entendu au cœur de mes émotions pour le coup. Donc, ce salon qui aura lieu, du coup, on va voir le visuel. Ce salon qui a lieu du 2 au 4 novembre, voilà, au WTC. Donc, un salon dédié, comme c'est précisé, maman, à la maman, aux enfants, à la famille. En fait, c'est vraiment au cœur de la parentalité, ce salon, la maternité et l'enfance. Et l'avantage aussi de ce salon, c'est qu'il est accessible à tous, voilà, puisqu'il est gratuit pour les moins de 10 ans, à 5 €. Et
Pourquoi j'en parle? Eh bien, parce que, effectivement, comme tu l'as dit, je vais intervenir. Alors, donc l'expression, en fait, au niveau de l'expression émotionnelle, en quoi c'est important dans la famille d'avoir une bonne communication émotionnelle? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une bonne communication émotionnelle? C'est ça. Eh bien, je te propose de répondre peut-être après, puisque je pense qu'on va avoir des appels sur le... c'est un bon 6 heures. Mais c'est vrai que ça va être important. Et en fait, c'est un sujet qu'on a développé avec la collectivité, donc avec la mairie de Bémao, qui explique aussi notre partenariat, puisque le sponsor officiel de la conférence que je vais animer est la ville de Bémao. Je salue toute l'équipe de la Maison de la Parentalité, d'ailleurs, qui est vraiment très engagée dans cette dynamique, dans l'écoute des enfants, des parents, dans l'accompagnement aussi des parents. Et je travaille avec eux. Et ça a été logique, c'était une suite logique pour moi, avec cet engagement que j'ai, donc d'ailleurs que nous partageons, Iman, n'est-ce pas, auprès des familles, des parents, de pouvoir intervenir, apporter mon expertise pour aider à une meilleure communication parents-enfants, puisque la communication commence par soi et ensuite, ça sera beaucoup plus efficace auprès des enfants. Donc, en fait, je vais en profiter juste pour faire une parenthèse parce qu'il y a des places à gagner. Et justement, vous avez le temps de la chronique pour pouvoir nous appeler, pouvoir gagner des places. Exactement. Des places donc au 05 90 96 10 10. On va avoir 2 gagnants. Exactement. Donc, il faut répondre à des questions. Donc, première question, et après, on va enchaîner sur la suite. Yes. Donc, première question. Mais la première question, c'est celle que tu as soufflée, ma chère Iman. C'est, en fait, je parle d'un sujet depuis le début, depuis la reprise des chroniques. C'est quoi? De quoi il s'agit? Là, j'interviens sur les émotions. Donc, de quoi je parle souvent? Bon, c'est simple comme question. Comme question. Voilà. Donc, vous avez... très peu de temps pour répondre, pour gagner justement cette première place et pouvoir intervenir en direct sur le plateau. N'hésitez surtout pas à nous appeler. Et Iman, justement, pour juste faire parler, j'ai parlé du sponsor principal. Le second sponsor, c'est le ZCL, bien entendu. Donc voilà, ces places sont offertes à la fois, du coup, par la mairie de Bémao et le ZCL. Voilà, donc en espérant, bien entendu, après c'est un appel pour que tout le monde vienne, mais c'est quand même intéressant de pouvoir gagner 2 places. De pouvoir gagner des places. Donc, alors, comment on fait pour se libérer justement des émotions et comment ça peut avoir un impact positif sur la famille, puisqu'il sera question de famille? C'est ça. Voilà. Eh bien, en fait, il y a plusieurs leviers pour cela. Alors, la première chose que je vais dire, puisque je ne vais pas forcément développer ce on verra en atelier, mais c'est déjà une première phase d'écoute de soi. Voilà, les émotions font partie de nous et il est important pour le coup d'en prendre conscience, de ne pas nier, de ne pas être dans le déni par rapport à une telle ou telle émotion. Alors, c'est beaucoup plus facile quand on parle de la joie, n'est-ce pas? Quand c'est la joie, en fait, quoi qu'il y a des personnes qui ont du mal à exprimer aussi la joie. Contentement. Voilà, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est vrai que la première chose, ça va aussi être dans une phase d'acceptation de soi, d'acceptation de qui on est, puisque qui on est fait partie de ce qu'on exprime, de ce qu'on vibre. Voilà, donc ce sera déjà aussi la première chose. Et pourquoi c'est important? Comment c'est important? Eh bien, forcément, si je suis en phase avec ce que je ressens, avec ce que je vibre, je pourrais mieux exprimer finalement aux autres. Donc, quel que soit, on est vraiment focus sur la famille, je pourrais mieux exprimer à mes enfants, à mon chéri, à ma maman, enfin, peu importe, mon cercle familial, mais qui je suis, ce que je ressens et ce qui est important pour moi. D'accord. Donc, du coup, pendant la conférence, il sera question de techniques, d'exercices pratiques pour justement implémenter dans sa vie au quotidien justement ce qu'ils vont apprendre avec toi pendant la conférence. Exactement. Et par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on le sait. On est dans une société, voilà, il y a le poids aussi on n'aime pas forcément entendre ça. Nous n'aimons pas entendre ça, mais c'est vrai qu'il y a le poids malgré tout de notre éducation, de notre histoire. Donc, on est dans une démarche de conscientisation de plus en plus, donc on accepte de plus en plus, mais c'est vrai qu'on a ce poids. Et l'idée, c'est d'arriver avec quelques techniques précises à ma portée, à la portée de tous, de développement personnel, d'arriver à m'accepter, dépasser le poids des croyances limitantes, le poids des blessures aussi. Alors, je n'ai pas la prétention en 1h30, ça a durer 1h30, de dire qu'on va tout changer, mais au moins avoir quelques leviers de conscientisation de plus pour aider avec des actions concrètes à être dans le mieux-être avec déjà soi et puis avec les enfants, entre parents. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, alors, la conférence s'appelle « Émotions en nous libérer ». Voilà, en nous libérer. Donc, ça parle de la liberté que j'ai finalement et que je peux acquérir à exprimer mes émotions pour en faire justement une communication positive qui soit efficace. Donc, parents,
enfants. Donc, j'ai mis que c'est une classe, c'est un genre de kit classe, parents et enfants, kit classe, parce qu'il y aura vraiment deux aspects, conférence, un temps de conscientisation, on donne quelques éléments d'expression, et ensuite, on arrive à faire, eh bien quoi, la partie atelier pratique. Donc, ça veut dire que c'est ouvert aux enfants et aux parents. Ah oui, tout à fait. Les enfants à partir de quel âge? Eh bien, on peut dire que tu viens avec ton bébé, tu es la bienvenue. Tu es là ou le bienvenu, puisque c'est ouvert maman, papa, enfant, ado, jusqu'à l'âge adulte, c'est ouvert à tous, puisque finalement, l'émotion concerne tout le monde. Alors, j'aimerais préciser aussi que dans le cadre de ce partenariat, je voudrais faire un petit rouleau bravo à la mairie de Baie-Mahault qui finance 30 places pour des familles nécessiteuses qui ont le plus besoin. Bien entendu, l'avantage aussi de ce salon, comme je disais, c'est que c'est accessible à tous. C'est aussi gratuit pour les enfants. Donc, n'hésitez pas à venir vraiment en masse, puisque au-delà de ce que je vais présenter en termes d'atelier, donc c'est à 15 h, le 2 novembre, je rappelle, à 15 h au WTC, c'est vrai qu'il y aura un ensemble d'activités, d'activités pratiques pour que les enfants s'amusent, que les parents s'amusent et que ce soit des activités communes. D'accord. Justement, en fait, est-ce que, on va pas tout dévoiler de la conférence, mais est-ce qu'il y a peut-être un élément que les parents pourraient transmettre justement à leurs enfants en matière d'expression émotionnelle? Oui. Sois à l'écoute de ton corps. D'accord. Écoute ton corps. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens? C'est des mots qui ne sont peut-être pas forcément à la portée des enfants, mais comment ça va, mon petit chéri? Comment ça va, ma chérie? Ça va aujourd'hui? Des choses toutes simples. Donc là, c'est une chose qu'on va développer, mais qui peut faire la différence. Puisqu'il y a toute une partie, il peut y avoir un gros décalage entre la partie, on va dire, de ce que je vais exprimer, donc le verbe, et tout ce qui sera dans l'expression. L'expression, la gestuelle, de toute la partie non-verbale et paraverbale. Donc, dès l'enfance, accompagner l'enfant à pouvoir être attentif à ce qu'il ressent, ça aide à être dans une meilleure acceptation de soi et une meilleure communication ensuite. Et donc d'avoir une vie beaucoup plus fluide et harmonieuse. Alignée, harmonieuse, exactement. Tout à fait. D'accord. Donc la conférence, on a dit, c'est jeudi, donc 15 h, avec beaucoup d'autres choses en lien avec les enfants. Il y a plusieurs ateliers, je vois sur le programme. Tout à fait. Du yoga, il y aura de la kiné prénatale, il y aura beaucoup de conférences aussi en lien avec la parentalité, mais aussi le deuil périnatal. Enfin, c'est très vaste comme programme. Et vraiment ouvert à tous avec justement le focus que tu fais sur les émotions et comment accompagner, améliorer leur cadre de vie au quotidien. Au quotidien, tout à fait, même. C'est ça. Donc, avoir une vision très large permettant de soutenir aussi les familles. Oui. Tout à fait. C'est important puisque c'est vrai que aussi par rapport aux difficultés auxquelles on peut être rencontré, on peut se dire, je mets ça dans une case. Je mets ce que je ressens dans une case parce que je n'ai pas le droit, je ne peux pas, parce que je suis, par exemple, je prends le sujet de la monoparentalité qui est très répandu chez nous, en Guadeloupe, aux Antilles. Et c'est vrai que quand on est dans une famille monoparentale, il y a le poids de la culpabilité aussi, souvent. Voilà, je n'ai pas réussi, je ne sais pas, je ne peux pas, n'est-ce pas? Toutes les croyances limitantes, alors qui partent finalement d'une réalité, qui n'est pas forcément la vérité, mais qui vont avoir un poids, se charger. Donc, il y a toute cette dimension. Voilà, il faut que, n'est-ce pas? Il faut que, quand même assez n'est-ce pas? pesant. Voilà, donc les injonctions de faire et de ne pas faire, n'est-ce pas? Donc, il y a toute cette partie-là aussi que je vais pouvoir... aborder parce que développer, tu as bien compris, on pourrait passer des journées sur le sujet, n'est-ce pas, Iman? Tout à fait. Donc voilà, en fait, ce que le programme qui est prévu, donc vraiment ouvert à tous. C'est un peu aussi en lien avec la communication non violente. Exactement. C'est de complètement. Donc parmi les techniques justement qui seront déployées pour pouvoir parvenir à un mieux-être, une meilleure communication, il y aura effectivement des outils de communication non violente. Donc un programme riche en 1h30, vraiment. Allez-y, courez. Et je ne sais pas si on a eu déjà notre appel, pas encore. Alors éventuellement, vous avez toujours la possibilité pendant toute l'émission de nous appeler. Alors, on va rappeler le numéro de téléphone. Donc, 05 90 96 10 10. Et la question posée qui était... Je la pose du coup. Oui. Voilà, on la repose à nouveau. Donc, qu'est-ce que depuis le retour, mon retour en septembre, je développe? Sur quel sujet on est et on met l'accent et qui est en lien finalement aussi avec le sujet de la conférence. Voilà.
Voilà, donc vous avez jusqu'à 14 heures pour répondre et gagner 2 places pour ce salon donc, qui aura lieu du 2 au 4 novembre au WTC et notamment aller à la conférence de Barbara qui sera le 2 novembre à 15 heures. Voilà. Merci, Iman. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre par rapport justement aux parents, aux familles Qu'est-ce que j'aimerais dire comme message? Oui. Alors, à vous qui regardez aujourd'hui et qui allez regarder peut-être même en replay, vous faites de votre mieux. Vous êtes de bonnes personnes, on fait de son mieux. Et ce n'est pas grave de faire des erreurs. L'essentiel, c'est d'arriver à voir ce que cache l'erreur. Pourquoi? Et aussi, laissons-nous vivre nos émotions. Laissons-nous accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous, puisque l'émotion, elle est révélatrice d'un message. À découvrir. Parfait, parfait. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance à refouler les émotions et c'est pas forcément l'idée. En tout cas, ça peut desservir plus que servir. Donc, ce sera l'occasion d'en parler dans cette conférence du 2 novembre. On en rappelle, WTC, Salon Maman, Timoun et Famille. Donc, à partir du 2 novembre. Merci beaucoup. On va enchaîner avec notre première coupure publicitaire et on revient tout à l'heure pour la suite des invités. Bonjour, donc vous êtes bien dans le ZCL News, il est 13h01 et on prend notre deuxième plateau avec Aline Mugerin qui est déjà sur le plateau. Bonjour Aline. On va venir tout à l'heure sur sa chronique 100% santé. On va revenir déjà dans un premier temps sur les titres de l'actualité. Nous avons déjà développé la présentation du colloque d'Annie Bébel-Gisler qui s'est déroulé en lien avec la région et le livre qui a été édité pour pouvoir mettre en valeur le créole et laisser un héritage. Il était question aussi de poésie avec la ville du Gosier qui organisait une soirée Les Femmes Kamaké Belmo, un avant-goût des poèmes féminins. On parlera bientôt tout de suite du village qui s'est déroulé sur la ville du Lamentin en lien avec la Ligue contre le cancer. Une campagne de sensibilisation et de prévention était justement en cours tout le mois et ce week-end s'est déroulé ce village et on parlera ensuite de l'opération anti-moustique de l'ARS qui lance une campagne en collaboration avec les communes pour lutter contre ce vecteur de la dengue. On a reçu en première partie Barbara Montpierre qui nous a parlé du salon Maman, Timoun et Famille et justement on a eu un appel ou 2 appels qui ont permis de gagner les places qui étaient disponibles. Donc Lina et Mira ont gagné leur place pour ce salon parce que la question, je la rappelle, qui était depuis septembre, donc Barbara développe une thématique et la réponse était la communication émotionnelle et donc elles ont gagné ces 2 places et pourront aller gratuitement à ce salon qui va se dérouler du 2 au 4 novembre au WTC. On va revenir sur l'actualité et sur le village qui s'est déroulé ce week-end au Lamentin, dans la ville du Lamentin, en lien avec l'Octobre Rose. On est encore en octobre, donc l'occasion d'encore de parler du cancer du sein et de cette campagne de sensibilisation et de prévention autour du dépistage qui est très important. On va voir un reportage d'Olivier Moradel. Cette année, c'est la 2e édition de la manifestation et nous avons été contactés par la Ligue l'année dernière. Nous avons sollicité USL qui porte le t-shirt rose et qui porte les couleurs de la ville de Lamentin et c'est tout à fait normal que nous soyons ensemble avec la Ligue pour pouvoir porter l'information au niveau de la population de Lamentin, guadeloupéenne d'une manière générale, enfin mondiale si on peut le dire, puisque c'est un fléau mondial. Et nous pensons que le mois d'octobre n'est pas assez suffisant pour pouvoir sensibiliser tout un chacun. Le cancer du sein, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est l'un des cancers les plus mortels, mais même s'il y a un taux de guérison qui est très élevé. Et il ne faut pas oublier que les hommes aussi peuvent être atteints du cancer du sein. Et c'est là où nous essayons au maximum de sensibiliser toute la population. Malgré le mauvais temps, malgré la pluie, nous avons une forte mobilisation. Les gens sont quand même venus parce qu'ils prennent conscience que lutter contre le cancer et notamment lutter contre le cancer du sein, puisque nous sommes au mois d'Octobre Rose, est quelque chose de fondamental et d'essentiel pour notre communauté. C'est une action qui est très importante pour moi, pour ma famille, parce que ça a été une période assez difficile.
parce que j'ai perdu ma mère récemment et ça l'a emporté. C'est un accompagnement assez important pour moi. C'est pas la première fois qu'on fait en fait cette manifestation et on a voulu marquer le coup encore aujourd'hui malgré le mauvais temps. C'est que beaucoup d'entre nous ont peur de se faire dépister du cancer, du diabète et d'autres formes de pathologies parce qu'ils ont peur de découvrir et que l'on découvre ce qui se passe. Mais souvent, on ne le fait pas et souvent il peut être trop tard. Par conséquent, je suis vraiment très content d'être là, je suis très heureux. Et ce matin, je me devais d'être présent, comme je l'ai été dans 2 autres manifestations durant ce mois d'octobre. Le but, en fait, même de toutes ces manifestations, et particulièrement d'Octobre Rose, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui se font dépister. Il y a un dépistage gratuit entre 50 et 74 ans qui est fait par le CRCDC. Et malheureusement, nous n'avons que 47% des femmes qui y répondent. Donc, ce qu'on voudrait, c'est arriver à 60%. C'est le nombre qui va faire bouger les lignes. Et on espère que toutes ces manifestations, les gens ne doivent pas les oublier. Le but, c'est ça. C'est potentialiser les gens, les mettre en accord avec le dépistage, ne pas avoir peur, se dire que 9 fois sur 10, il n'y a rien, mais que quand il y a quelque chose, ce n'est pas le dépistage qui l'a créé, il était déjà là. Et donc le cancer du sein ne concerne pas juste le mois d'octobre. Pensez vraiment à vous faire dépister et aller prendre soin de vous. On va voir justement l'opération anti-moustique qui est menée pour justement préserver la santé de nos concitoyens. Une façon de collaborer avec les communes. L'ARS lance une opération pour éviter la prolifération des moustiques, notamment dans les cimetières, avec les jours de la Toussaint qui approchent et donc de façon à limiter sa propagation. On voit un reportage de Solène Fèvre. Comme chaque année, nous mettons en place une opération Toussaint. Donc la ville de Morne-à-l'Eau, c'est une des villes avec lesquelles nous avons un partenariat dans le cadre du plan communal de lutte contre les moustiques. Donc nous travaillons en parfaite collaboration avec eux. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors nous avons un grand nombre de vases à fleurs et de sépultures, des enfeux, avec des toitures en béton qui gardent aussi de l'eau. Alors quand il n'y a pas d'écoulement, que c'est obstrué par des sédiments, alors l'eau peut rester stagnante et développer des larves de moustiques. Autour du cimetière, nous avons le plus souvent, surtout en ce moment, comme on a pu le voir autour de nous, des personnes qui viennent faire la peinture au cimetière et qui ont tendance à laisser les pots de peinture. Nous aurons probablement une période de pluie. Ces seaux de peinture seront remplis d'eau et là, on va probablement trouver des larves de moustiques. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup d'autres choses qui empêchent à la nature de vivre. Donc c'est pour cela que moi je suis ici tous les jours pour faire le nettoyage et surtout de ne pas mettre de l'eau. Il faut faire plaisir à la population de Morne-à-l'Eau qui, d'ici peu, doit venir voir le défunt. On ne peut pas laisser un cimetière si décrié par la population tout entière. Je ne parle pas de la Guadeloupe, je parle de tous les touristes qui viennent sur le territoire. On est obligé d'être là pour que la population soit accueillante envers ceux qui y viennent tous les jours et qu'il y ait une vision beaucoup plus attirante sur le territoire. La ville de Morne-à-l'Eau, avec son service de lutte antivectorielle, mène des campagnes de sensibilisation et de prévention une fois par mois au cimetière. Nous n'attendons pas que la fête de la Toussaint pour mener notre campagne de prévention au cimetière. Ce n'est pas seulement au cimetière qu'il faut le faire, il faut le faire partout, autour de la commune, ma commune qui est Morne-à-l'Eau, mais aussi, surtout à toutes les communes. Donc on évite de laisser trop d'eau au cimetière. Vous surtout faites attention aux lampions qui restent sur place, qui peuvent être vecteurs de développement de gîtes larvaires. Donc prenons de bons actes, de bons gestes de précaution pour prévenir cette maladie contre la dengue. Voilà. On va revenir sur les titres tout à l'heure. On va accueillir maintenant Aline Mugerin qui vient développer sa chronique En nous prend tant gadez-nous avec un focus aujourd'hui qui est sur le 100% santé, donc un accès aux soins de qualité pour tous. Bonjour Aline. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est le 100% santé ? Alors, le 100% santé, c'est un dispositif qui existe maintenant depuis 2020.
sur toute la France et qui est parti du constat que beaucoup de Français renonçaient en fait à certains soins, tant au niveau dentaire, audio et au niveau optique, faute de moyens. Et donc, le 100% santé est un dispositif donc, qui a été mis en place de manière à pouvoir permettre à certaines personnes qui peuvent avoir des moyens un peu moindres de pouvoir accéder à ce type de dispositif et surtout en fait, l'accès de la santé pour tous. Donc 100%, ça veut dire qu'ils ne payent pas du tout, c'est ça? Alors c'est ça, c'est exactement ça. Le 100% santé, c'est le reste à charge zéro. Qu'est-ce qu'on entend par reste à charge? De façon générale, quand vous allez pour faire des soins, en tout cas, prendre des médicaments, par exemple, dans une pharmacie, vous êtes amené à avoir donc un montant particulier. La partie Sécu va prendre, la Sécurité sociale va prendre une partie. Souvent, la mutuelle, si vous en avez une, ou la CMU prendra une autre partie de ce qui est engagé en termes de frais. Mais il arrive fréquemment qu'il vous reste un petit reste à charge, qu'il vous reste une petite somme que vous devez sortir de votre poche. C'est ce qu'on appelle le fameux reste à charge. Quand il est en reste à charge zéro, on l'appelle le 100% santé dans le cas de l'optique, de l'audio et du dentaire. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement aller vers la partie optique qui nous concerne et parler plus particulièrement de ce 100% santé dans le cadre de l'optique. Donc, en fait, le but de cette réforme, c'est de permettre l'accès plus facile à tous, c'est ça l'idée. C'est ça, c'est ça. C'est permettre l'accès à tous. C'est véritablement, en fait, comme je disais, c'est parti de ce fameux constat. On se rendait compte que pratiquement, je reviens un peu sur la partie générale, on se rendait compte que 67% des Français renonçaient aux soins par rapport aux oreilles, à l'audio, 67%. 17% au niveau du dentaire et 10% au niveau de l'optique. Ce qui est énorme. Donc, en fait, aujourd'hui, alors il y avait précédemment la CMU dans le domaine de l'optique. Nous avons aujourd'hui le 100% santé et qui se développe de manière particulière. Alors, comment ça se développe du coup? Parce que est-ce que c'est plus que la CMU? C'est ça? C'est différent. C'est différent et en fait, le 100% santé aujourd'hui permet d'avoir des produits qualitatifs et c'est valable chez tous les opticiens. Quel que soit l'opticien chez qui vous vous adressez, il vous présentera une offre 100% santé. Nous avons aujourd'hui la possibilité donc de proposer 2 paniers, et on appelle donc les paniers, panier A, panier B. Le panier A correspond au 100% santé. Les montures et verres qui sont proposés dans ce cadre de panier sont pris à charge à 100% dès l'instant où vous avez la sécurité sociale, la mutuelle ou la CMU. Et qui peut bénéficier de ce 100% santé, du coup? Alors, qui peut bénéficier aujourd'hui? Presque tout le monde, puisqu'on se rend compte que presque tout le monde a une mutuelle. Et en relais de ceux qui n'ont pas la mutuelle, ceux qui ont la CMU ou le C2S, aujourd'hui, la CMU qui est appelée C2S. Donc, aujourd'hui, pratiquement tout le monde peut en bénéficier. Naturellement, la première des choses, c'est d'avoir une ordonnance valide. Donc, une ordonnance de moins de 3 ans pour un adulte, de moins de 5 ans pour quelqu'un qui a moins de 45 ans et une ordonnance de moins d'1 an pour un enfant de 0 à 16 ans. Et donc, dès l'instant où vous avez effectivement donc, votre ordonnance à jour, une carte de mutuelle, une carte de sécu, vous pouvez prétendre à ce dispositif qui est valable chez tous les opticiens, je le répète. Et ce qui est intéressant, c'est que les montures, donc elles sont, c'est une offre. Vous avez 54 montures exactement qui sont présentes et qui sont à disposition. Ces 54 montures, en fait, vous avez 17 montures adultes en 2 coloris, 10 montures enfants proposées en 2 coloris, qui bénéficient des mêmes dispositifs que nous avons sur tout le reste des produits qui sont proposés au magasin, à savoir des garanties, une garantie sur 2 ans, un produit qui reste de qualité, qui est standard, certes, qui est standard, mais qui répond à des normes de sécurité, à des normes CE. Quant au verre, nous avons donc à disposition, grâce à nos fournisseurs, en fait, puisque en fait, c'est un travail mutuel entre la Sécu, la mutuelle, les fournisseurs et nous-mêmes en tant qu'opticiens. Et donc, au niveau des verres, nous proposons donc des verres qui sont des verres blancs
anti-reflet et aminci en fonction de la correction et anti-rayure. Donc, en fait, on propose en fait un dispositif, un équipement qui répond à des normes de sécurité, qui répond à des normes de performance et qui répond aussi à des normes esthétiques. Donc, c'est un produit de qualité, esthétique et efficace, aussi bien que le produit. Donc, vous avez dit qu'il y a un panier B, un panier A. Le panier A, du coup, alors, le panier A, donc, c'est le 100% santé. Donc, monture et verre. Dès l'instant où vous choisissez vos lunettes, dans ce cadre-là, comme je disais, reste à charge zéro, avec naturellement la participation de la Sécu et la participation de la mutuelle. Le panier B, c'est toutes les autres montures qui sont proposées au sein du magasin, tous les autres verres, tous les autres dispositifs qui sont proposés au sein du magasin. On peut aussi mixer les deux. Donc, j'imagine qu'on vous propose des lunettes parmi ces 54 montures. Il n'y a malheureusement aucune lunette qui vous plaise, ou alors vous craquez sur quelque chose d'autre. Vous avez la possibilité de mixer les deux, donc de choisir la lunette de votre choix au sein du magasin, de choisir à ce moment-là de cumuler donc le panier A et le panier B, c'est-à-dire les verres que vous auriez en reste à charge zéro, et à ce moment-là, vous payez que votre monture. Alors, quelle est la différence entre les paniers A et les paniers B? Alors déjà, de façon générale, les lunettes répondent effectivement à des besoins médicaux, puisque nous sommes amenés, c'est un dispositif médical, voilà, donc de correction, mais aussi de plus en plus, on se rend compte que la lunette rentre dans un cadre esthétique, ça rentre aussi dans une personnalisation. De plus en plus, les gens sont amenés à choisir des lunettes qui leur correspondent, qui correspondent aussi à des besoins tels que des problèmes d'allergie ou des problèmes spécifiques qu'ils peuvent avoir. Donc, on aura tout un choix de montures qui seront proposées. Et de la même manière, au niveau des verres, au niveau du panier A, il n'y a pas de verre, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus soumis aux problèmes informatiques, aux multimédia. Donc, aujourd'hui, les verres que nous proposons, parce que nous, en tant que professionnels de santé, l'opticien, certes, corrige, mais il va aussi prévenir de tous les problèmes de santé visuelle. Les problèmes de santé visuelle, c'est toutes les agressions que nous avons au quotidien. Les ordinateurs, les écrans, les lumières que nous avons au niveau des lumières artificielles. Et là, nous profitons du fait que nous protégeons, nous posons un dispositif devant l'œil, nous profitons de ce dispositif, donc qui est la lunette, de manière à pouvoir protéger de d'autres choses. Par exemple, les agressions au niveau comme je disais, du multimédia, la lumière bleue. Souvent, les gens se plaignent d'éblouissement. Par exemple, par rapport au soleil ou par rapport aux voitures le soir, ben, dans ce cas-là, le dispositif du 100% santé ne répond pas à ces normes-là. Ça veut dire qu'il y a un traitement particulier qui peut être fait sur les lunettes pour justement les lumières bleues, etc. Absolument. D'accord. Absolument. Donc ça, c'est pas pris en charge par le 100%. Absolument. Donc, en fait, vous avez la base qui est le 100% santé, et après, vous avez des options. Exactement comme vous feriez avec votre portable. Vous avez un portable qui est basique, qui vous permet d'appeler ou de répondre et de... Et puis après, il y a voilà. d'autres marques. Et vous avez d'autres options qui vous permettent d'avoir des choses un peu plus élaborées. Si je prends l'exemple du portable, des photos, etc., bien, en matière de lunettes, c'est pareil. Vous êtes amené à vous protéger davantage contre l'éblouissement, contre les lumières bleues. Et à ce moment-là, on va vous proposer des produits plus élaborés, plus sophistiqués, qui répondent davantage à vos besoins. De plus en plus, nous sommes amenés à avoir une population qui prend de l'âge, donc qui est amenée à avoir des lunettes progressives, ce qui sous-entend que souvent, en matière de choix de verres, souvent nous sommes sur des champs qui sont un peu plus réduits dans le cadre du 100% santé. Dans le cadre des verres que nous proposons dans le cadre du panier B, à savoir les autres propositions qui sont faites, vous avez des verres avec un champ plus large au niveau du progressif, ce qui vous permet d'être plus à l'aise, d'avoir une vision plus fluide et plus confortable et qui répond véritablement à vos besoins quand vous avez un besoin de vision qui est beaucoup plus attentionné au niveau, on parlait encore des ordinateurs, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui nous demande véritablement de l'attention.
Et à ce moment-là, d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de notre vision naturelle, en fait. Hein. C'est ça qu'on cherche. Et on cherche d'être de plus en plus vers une vision naturelle. Et c'est quoi le devis normalisé? Alors, le devis normalisé, il est vrai que quel que soit le dispositif que nous prendrions, donc que ça soit le 100% santé, que ça soit le mix entre les deux, que ça soit le panier B, donc le choix libre en fait, hein, c'est un choix libre, c'est un choix qui vous permet un choix libre. Un choix libre, c'est pas la peine de rajouter autre chose. Quel que soit donc le choix que nous ferons, nous avons l'obligation, nous en tant qu'opticiens, de présenter un devis dit normalisé. Le devis normalisé doit, même si vous choisissez vos lunettes dans l'espace libre, nous avons l'obligation de vous présenter le 100% santé. L'opticien a l'obligation de vous présenter ce dispositif et sur le devis normalisé, vous avez une première partie où vous avez justement cette proposition du 100% santé et la deuxième proposition qui vous est plus personnelle, qui est votre offre personnelle et qui correspond à vos besoins spécifiques. D'accord. Et est-ce que les solaires sont pris en charge dans le 100% santé? Alors, malheureusement non. Malheureusement non. Le 100% santé reste un dispositif strictement médical. Et donc, les solaires ne font pas partie du 100% santé, mais c'est pour cela aussi que je disais qu'il y a d'autres choses aussi qui ne font pas partie du 100% santé, qui correspondent à des besoins qui sont plus spécifiques. Et c'est là où la dimension de conseil, d'accompagnement de l'opticien intervient pour pouvoir répondre véritablement à vos besoins, répondre à votre demande suite à un échange qu'on a de façon générale et qui permettent véritablement de comprendre les raisons pour lesquelles vous adressez à votre opticien. Et l'opticien va répondre le plus proche possible de votre besoin. Il sera le plus proche possible de votre besoin. Donc c'est une réforme qui date de 2020. Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan justement par rapport à son utilisation actuelle en 2023? Oui, alors c'est une réforme qui petit à petit prend sa place dans l'espace santé. C'est intéressant parce qu'en fait, par rapport à des gens, comme je disais, par rapport à des personnes qui renonçaient jusqu'à maintenant à avoir des lunettes parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens, aujourd'hui c'est possible. Et c'est possible avec des produits qui sont de qualité et qui sont réglementés. Et c'est pour ça que j'invite particulièrement en cette période de rentrée scolaire, les parents qui sont face à des enfants qui ont des difficultés au niveau visuel, de s'adresser à leur ophtalmo le plus rapidement possible et de pouvoir s'adresser après à leur opticien de manière à ce qu'on puisse leur proposer le produit qui soit le plus adéquat. Mais de ne pas rester, ne pas rester en immobilisation, je dirais, en se disant « j'ai pas les moyens ». Nous avons aujourd'hui des solutions en tant qu'opticien pour toutes les poches, pour tous les porte-monnaies, pour tous les désirata, pour tous les besoins. Et naturellement, d'un point de vue esthétique, nous sommes là pour vous accompagner. Oui. Donc là, on peut prendre rendez-vous directement avec vous, voir pour avoir des conseils, donc à la fois en matière de produits, en matière de personnalisation et plusieurs options possibles. Vous avez la compétence pour accompagner justement les personnes, tout le monde en fait, monsieur et madame tout le monde, à avoir un produit de qualité. Absolument. Mais quand on reçoit en fait le client, on fait un diagnostic et à partir de ce diagnostic qui est posé, les solutions sont proposées. Ok, un petit mot pour terminer. Un petit mot. Nous sommes au mois d'octobre, mois du créole. Nous qui finons créole. Mais oui. Hein? Et nous qui dit, faut pas compter à six à les autres pour dormir. Pas compter à six à les autres pour dormir. Bon, voici une belle parole pour finir. Merci beaucoup Aline d'être venue pour nous présenter le 100% santé. On va faire notre deuxième coupure publicitaire. On revient tout à l'heure pour parler justement du métier de thanatopracteur en Guadeloupe. Et on parlera aussi du grand village qui aura lieu, grand village aux couleurs de la Guadeloupe qui aura lieu ce week-end. On revient tout à l'heure. Vous êtes dans le ZCL News, il est 13h30 et on va enchaîner avec notre troisième plateau passionnant. On
reçoit maintenant Horace Biras, donc qui est thanatopracteur, et on va parler de ce métier en Guadeloupe en lien avec justement la Toussaint qui arrive et tout ce qu'il y a par rapport à la mort. Donc c'est l'occasion d'en parler, de voir les métiers qui sont autour de ce passage de la vie, puisque voilà, c'est un peu ça. Il y a différentes pratiques et rituels qui sont vraiment qui continuent en fait de vivre en Guadeloupe par rapport à la mort, que ce soit les contes, les veillées, mais une façon particulière d'accompagner les défunts et les familles. Et la thanatopraxie est là pour ça. Donc, merci d'être sur le plateau. On a commencé à poser des questions. J'ai dit, je m'arrête parce que sinon, on n'aura plus rien à dire. Alors, est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce que c'est, expliquer la définition basique, thanatopraxie, qu'est-ce que c'est? Déjà, bonjour à tous. Donc, la thanatopraxie, en fait, c'est vraiment l'art de la mort. Donc, thanatos, le dieu de la mort, et praxein, pratique de la mort. Donc, en tant que thanatopracteur, on est vraiment là pour le processus du deuil au niveau des familles, pour l'accompagnement, pour que le défunt soit le mieux représenté dans le cercueil possible par rapport au moment de la mort. Parfois, il y a certains stigmates qui apparaissent. Notre objectif, c'est vraiment de les faire disparaître le temps de la présentation jusqu'à l'inhumation ou la crémation. Alors, stigmates, si on peut... Stigmates, ce serait quoi les stigmates de la mort? C'est des marques? Alors, ce sont des traits qui sont vraiment liés à la mort. Donc, on a déjà les traits... Donc, comment vous expliquer? Au niveau des mains, par exemple, le sang aura tendance à rester au niveau des extrémités des doigts. Mm-hmm. Donc, l'objectif pour nous, lorsqu'on fait un soin, c'est de vraiment faire disparaître toutes ces traces-là pour que la personne paraisse la plus apaisée possible. Parfois, ce n'est pas forcément le cas, puisqu'on n'est pas quand même magicien, donc on ne peut pas forcément tout modifier. Mais notre objectif, c'est vraiment ça, que la personne ait l'air apaisée lors de sa présentation. Alors, comment vous procédez en tant que thanatopracteur? Comment ça se passe? Il y a des soins. Comment se passent les soins? Quels sont les soins? Je sais que les soins sont beaucoup en lien avec l'Égypte ancienne. Est-ce que c'est toujours le cas? Comment ça se passe? Il y a quand même une évolution à ce niveau-là. Au niveau de l'Égypte, ils étaient assez extrémistes parce qu'ils enlevaient les organes, parce que ce sont les organes principalement qui contribuent à la thanatomorphose. Donc, ils enlevaient ces organes-là. Nous, aujourd'hui, ça veut dire la décomposition du corps, en fait. Okay. Donc, nous, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on va permettre de maintenir le corps le temps de la présentation. Notre objectif, ce n'est pas de faire un embaumement. On a tendance à faire le comparatif avec... C'est quoi la différence? La différence, c'est que l'embaumement, en fait, l'embaumement va permettre de momifier un corps. Alors que nous, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de présenter le corps sur un laps de temps défini. Court. Exactement. D'accord. Donc l'embaumement, c'est plus long, c'est ça? Pas que c'est plus long, mais c'est beaucoup plus... Le dosage des produits est beaucoup plus important. Alors que nous, on va faire un dosage qui va juste permettre de durer pendant quelques jours au moins. Et après, la décomposition pourra continuer. D'accord. Et du coup, alors, les soins, j'ai vu qu'on avait quelques images qu'on pouvait voir en même temps, peut-être commenter. Oui. Donc, c'est comme une opération. Oui, on va dire ça. On me le dit assez souvent d'ailleurs. On dirait. On m'a appelé une fois chirurgien de la mort. D'accord. Parce que, je vais quand même extérioriser certaines artères pour injecter mon produit, pour qu'il passe dans tout le système sanguin. Puisque l'objectif, en fait, c'est que le formol qui est dosé pour aller dans les artères fasse vraiment tout le circuit, donc toutes les artères, toutes les veines, pour que j'ai, moi, le maximum de sang au niveau du cœur. Et c'est à ce niveau-là, après, que je vais faire une ponction cardiaque, pour récupérer le maximum de sang. Alors ensuite, il y a d'autres fluides qui peuvent être présents. L'objectif aussi, c'est de les retirer. Donc on peut en trouver au niveau des poumons, on peut en trouver au niveau des autres organes, tels que le foie ou autres organes.
D'accord. Et donc, comment, en fait, ces soins permettent aux familles de mieux vivre leur deuil, en fait, et Alors, d'accompagner au mieux, justement, cette période qui est un peu difficile Exact. émotionnellement? Alors, on est dans un pays chaud. Donc, la décomposition arrive beaucoup plus vite avec la chaleur. L'objectif d'un soin de conservation qui n'est pas obligatoire, je tiens à le rappeler, c'est de vraiment prévenir tout ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'une famille viendra dans une pompe funèbre et qu'elle demandera qu'un soin de conservation soit réalisé sur le membre de sa famille, à ce moment-là, le thanatopracteur, lui, va intervenir et il pourra arrêter, en fait, jusqu'à la crémation, comme je vous ai dit, ou l'inhumation, il pourra arrêter ces stigmates-là. Il pourra vraiment, le temps de la présentation, stopper tout ça avec le soin. Ça permettra à la famille de pouvoir se recueillir. À ce moment-là, la famille pourra se recueillir si... C'est pas dans nos pratiques, mais si elle le voulait, elle pourrait se recueillir pendant une semaine autour du corps sans qu'il évolue forcément. Si le soin a été correctement réalisé, pendant une semaine, les familles peuvent se recueillir sans forcément avoir de changement au niveau du corps. Comment on devient thanatopracteur? Parce que est-ce que c'est une vocation ou Oui, je dirais que c'est une vocation. C'est une vocation. C'est pas un métier commun déjà, et je dirais que c'est une vocation dans le sens où on est confronté directement à quelque chose de particulier qui est la mort. Donc, en général, travailler dans les pompes funèbres, ce sont des métiers assez compliqués, émotionnellement parlant. Et thanatopracteur, ça l'est encore plus puisqu'on peut avoir des cas assez choquants parfois. Aujourd'hui, de mon côté, ça va, mais ça peut être assez choquant lorsqu'on a des accidentés, des accidents de la route où il y a j'ai oublié le mot. Il y a des reconstructions. Exactement. Ouais. Donc, on aura des reconstructions faciales à faire. Donc là, ça peut être assez compliqué aussi. Donc, c'est à prendre en compte. Est-ce qu'il y a des spécificités liées justement à la Guadeloupe, aux Antilles, en tant que thanatopracteur, ou c'est pareil que je Non, sois... c'est pareil. En fait, au niveau de la thanatopraxie, en France, en tout cas, c'est vraiment national. Il n'y a pas de différence de soins. Un soin type est le même partout. Qu'on soit en Guadeloupe, en Martinique ou à Paris, ce sera le même soin. Donc, il y a des études vraiment. Comment ça se passe? C'est une formation? Alors, c'est une formation. On a une formation théorique en fonction de l'école qu'on aura choisie. Elle peut durer soit 1 an, soit beaucoup moins, entre 4 et 8 mois. Ce seront des écoles privées ou des universités, dont celle de Lyon ou d'Angers. Et à la suite de ça, il y aura un concours qui sera fait, qui sera sélectif. Donc, en général, il me semble que ça a augmenté, que c'est passé à 65 places par an. Et ensuite, on a la partie pratique, où on doit faire un minimum de 75 soins maintenant, depuis 2022, il me semble. Et à la suite de ça, on a l'examen pratique, donc qui se fait sur un seul soin, qu'on doit réaliser sur une personne saine en 2 heures. Sur un autopsié ou un accidenté, ce sera plus de... sur une personne saine, c'est-à-dire où le corps sera sain, on va dire. Enfin, okay. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'accident. Il n'y a pas d'accident, il n'a pas été autopsié ou c'est pas un suicide. Là, le jury limite le temps à 2 heures. Si ce sont des autopsies ou autres, ce sera plus de 2 heures. Et donc, les thanatopracteurs, il y en a beaucoup en Guadeloupe? Alors, en activité, il me semble qu'on doit être une quinzaine. D'accord. Qui interviennent dans les pompes funèbres? Exactement. Alors, je sais qu'il y en a qui sont indépendants, 3 ou 4, si j'ai bien compté. Il me semble qu'ils sont 3 ou 4. Et sinon, le reste, ils sont soit propriétaires de pompes funèbres, soit comme moi, salariés d'une pompe funèbre. Ok. Est-ce que du coup, par rapport à la Toussaint, on dit que la Toussaint, il y a quand même des choses, c'est une ambiance particulière. Exact. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou un événement sur lequel vous pouvez nous parler de... Alors, c'est pas moi directement. Un exemple concret. Mais je sais que mon père me disait, et ça arrive encore aujourd'hui, moi on m'a pas encore fait la demande, mais parfois il y a des personnes qui venaient lui demander l'eau qu'on utilisait pour laver les défunts. D'accord.
Donc, pour faire des alors, pratiques, on ne sait pas trop, quoi. Exactement. Moi, je sais qu'on lui demandait. Après, pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Mais et je sais que ça se fait encore. Il y a certaines personnes qui demandent encore. Mais comme, bon, on ne donne pas. C'est pas... Je pense que c'est mieux. Exactement. Et donc, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez justement transmettre par rapport à votre pratique, par rapport à la mort, à l'accompagnement des familles? Est-ce qu'il y a un message en particulier que... Le message en particulier que j'aimerais faire passer, c'est qu'en Guadeloupe, qu'on lève le tabou en fait sur la mort. Parce que je trouve qu'on classe un peu cette partie de notre vie, la mort fait partie de la vie de tout le monde, hein. Et on essaie de classer cette partie-là, alors que je pense qu'on devrait la mettre à jour, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent avec certaines blessures liées à la mort et qui n'en parlent pas assez, je trouve. De mon quotidien, en tout cas, je trouve qu'ils n'en parlent pas assez. Puisque moi, j'essaie de faire ce travail à mon niveau, parler autour de moi de mon métier pour vraiment le rendre commun à tous les autres métiers. Parce que pour moi, moi, je me réveille comme tout le monde et je vais travailler comme tout le monde tous les jours. Donc, pour moi, ça reste un métier. Dans une ambiance un peu spéciale, quand même. Non. Non, agréable. Comment ça se passe, une vie au quotidien Parce que ça peut susciter pas mal de curiosité, en fait. En soi, ma vie n'est pas différente de la vôtre. Ouais. Je me réveille, pendant mes journées, je ris aussi avec mes collègues. On rigole d'ailleurs pas mal lorsqu'on est ensemble. Moi, ça m'arrive d'être seul en salle technique. Donc, du coup, là, je me retrouve le plus souvent avec mes écouteurs. J'écoute un peu de musique pendant que je fais mes soins. Donc, c'est vraiment une partie, lorsque je fais des soins de conservation, c'est vraiment une partie qui me détend. Donc, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Donc, du coup, je ne vois pas forcément le temps passer, même s'il est assez fatigant, parce que je pense que mon entourage pourra dire que je me plains assez souvent de ma fatigue. Mais c'est un métier qui me passionne et que je prends plaisir à faire au quotidien. En tout cas, merci d'être venu pour justement transmettre ce message autour du deuil et de l'accompagnement, et aussi cette nécessité de parler de la mort, puisque c'est quelque chose qui reste encore tabou. Et merci pour le travail que vous faites merci beaucoup. Sur nos compatriotes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Laurence Makiaba, qui est parmi nous. Qui va nous parler, qui est membre de l'association Coulet Pays Guadeloupe, voilà, entre autres, et qui vient parler aujourd'hui du village aux couleurs de la Guadeloupe. C'est ça. Ce week-end. Donc ça se fait en 2 temps. Il y a un premier temps de forum et avec une conférence débat qui a lieu le samedi au pavillon de la ville, et le dimanche un grand village sur la place de la Victoire, donc centrale. L'objectif de cette manifestation, c'est pas juste de faire une foire, parce qu'on en a déjà vu, on en connaît bien, on en connaît beaucoup. C'est véritablement de se poser la question du modèle économique de Guadeloupe. Déjà, pour commencer, très souvent, quand on parle d'économie de la Guadeloupe, on est très, très pessimiste. Quand on regarde le journal, on voit surtout les mauvais côtés et les contraintes. On a des jeunes qui grandissent avec l'idée que rien n'est possible en Guadeloupe, en fait. Et on se rend compte qu'il y a un exil, massif. Beaucoup de jeunes, 80% de ceux qui ont le bac partent. On a une bonne partie aussi de la jeunesse qui va sortir du système scolaire sans diplôme, et qui, elle aussi, à un moment ou à un autre, va souvent partir pour trouver du travail ou autre. Et on se dit qu'il faut aussi qu'on arrive à valoriser ce qui existe déjà, ce qui fonctionne, d'accompagner les entreprises de Guadeloupe et les porteurs de projets. Il faut savoir que la Guadeloupe, depuis bien une quinzaine d'années, est l'un des départements qui crée le plus d'entreprises. On se répète toute la journée, il faut qu'on ait l'esprit d'entreprendre, nanana, mais on a toujours créé des entreprises. Le tissu économique fait qu'elles sont peut-être plus fragiles, mais surtout aussi parce qu'on n'a pas forcément de réseau, qu'on ne sait pas qui demander des conseils, qu'on n'a pas forcément une culture financière qui fait qu'on consolide avant de faire l'entreprise, qu'on ait un projet consolidé à ce niveau-là. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant de faire un premier événement, mais surtout de lancer quelque part une espèce d'initiative de solidarité économique, de lancer un label sous les couleurs de la Guadeloupe. Il y a déjà des labels qui existent, mais de lancer ce label-là aux couleurs de la Guadeloupe, donc les couleurs du drapeau, les couleurs qu'on connaît déjà, que beaucoup de jeunes portent, maintenant avec le t-shirt, avec le drapeau de la Guadeloupe,
avec cette idée-là de mentorat, que ceux qui sont déjà bien installés, qui ont eu à faire face à pas mal de contraintes, mais puissent accompagner ceux qui arrivent pour qu'ils ne refassent pas exactement les mêmes erreurs, qu'ils ne perdent pas du temps ou de l'argent là où eux ont su trouver la solution. Et donc voilà, donc le forum le matin va servir déjà à ce que certains présentent leur projet. Ils ont chacun une quinzaine de minutes pour présenter leur projet et pour que le public leur pose des questions. Et l'après-midi, on aura un débat avec Vincent Tacita de Calistat, avec des enseignants de l'université, avec des représentants des différentes grandes chambres, donc les agriculteurs, les pêcheurs ou autres. Et l'idée, c'est vraiment déjà de comprendre c'est quoi un modèle économique et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour le modifier, ce modèle économique-là. Parce qu'on se rend bien compte que si on a un chômage de masse, c'est que tout ne fonctionne pas de façon idéale, que s'il y a autant de jeunes qui partent, mais tout ne fonctionne pas de façon idéale, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour l'améliorer? Voilà. Et donc, alors, on va revenir juste sur la première partie qui est porteur de projet. Ça veut dire qu'ils vont avoir un pitch et ils vont développer leur projet, expliquer en quoi ça va favoriser le développement économique de la Guadeloupe, c'est ça? C'est ça. Il y a une dizaine de jeunes, en tout cas, qui vont présenter leur projet, leur innovation. Ça va des énergies renouvelables jusqu'à des propositions d'utilisation de nouveaux matériaux ou la valorisation de traditions guadeloupéennes. Donc ça, c'est une première chose le matin. Et l'après-midi, on aura cette conférence débat là, avec vraiment cette idée de sortir de la... Quand on parle d'économie, très souvent, c'est un silo. C'est voici, la pêche va bien, la pêche ne va pas bien, l'agriculture va bien et les éleveurs vont bien. Mais en fait, si on commence à réfléchir en termes d'écosystème, de comment l'hôtellerie et la restauration impactent sur le métier de pêcheur, comment l'agrotransformation, voilà, pour qu'on comprenne quels sont les modèles économiques qui se mettent en place et quels sont les leviers qu'on a pour modifier ces modèles économiques. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision transversale de l'économie et comment on peut créer des liens entre chaque domaine et pas rester sectaire, en fait. C'est exactement ça. Et l'objectif du label, en dehors de ça, c'est qu'une fois que l'événement sera fini, qu'il y ait vraiment une idée de mentorat qui se mette en place. Parce que la solidarité, je pense... Ça, c'est mon sentiment, que la solidarité économique est là. Les gens font généralement l'effort, ne serait-ce qu'en disant « je vais donner un coup de main » ou « je vais donner la force ». Mais les gens font en général l'effort quand il y a une marque qui a bien communiqué d'aller près d'elle. Ils font cet effort-là. Mais en allant plus loin, parfois, c'est le numéro de la bonne personne aux impôts qui manque pour débloquer un dossier. C'est le numéro de la bonne personne à EDF, de la bonne personne à tel endroit. Et cette solidarité économique-là aussi doit pouvoir se faire jour pour que nos porteurs de projets puissent concrétiser leur projet. Donc le mentorat, ce serait une forme de coopération et de réseautage aussi? C'est ça, une coopération, réseautage en général, mais aussi peut-être sur un projet en particulier avec des personnes qui sont du secteur qui peuvent aider. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'agrotransformation. Donc je crois qu'il y a vraiment là une dynamique peut-être à imaginer, à mettre en place. Il y a des laboratoires qui se mettent en place, il y a des produits qui sont vraiment de très haute qualité. On peut imaginer que dans quelques années, la Guadeloupe puisse exporter des produits qu'elle aura imaginé, concrétisé, industrialisé chez elle vers le reste du monde. J'ai vu que le parrain de manifestation, donc c'est le docteur Henri Joseph, il va intervenir lors de la conférence du samedi. Peut-être, normalement, on est en train de voir comment c'est possible pour qu'il soit là le samedi lors de la conférence, mais en tout cas, l'exemple d'Henri Joseph, c'est, il me semble, l'exemple qui est le plus emblématique quelque part. De partir de savoir-faire traditionnel et pour en faire justement des produits qui sont distribués dans les pharmacies de par le monde. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe qu'on consomme les produits d'Henri Joseph, qui ont montré leur efficacité. Et donc, ça montre un peu ce que ça peut donner, d'oser innover en partant de nous-mêmes, en partant de nos propositions, de nos traditions. Et donc d'utiliser aussi l'expérience et ce qu'on a pu prendre ailleurs, de l'implémenter ici en Guadeloupe. De l'implémenter en Guadeloupe, voilà. Et le dimanche, le dimanche, on a justement le village. Et l'idée, c'est qu'il y ait évidemment des artisans qui vont proposer leurs produits, mais qu'on ait aussi des personnes qui proposent leur innovation. Je pense à ceux qui ont... mis en place une proposition de bébélé en conserve. Donc, de la même façon qu'on peut manger son cassoulet à 23h parce qu'on a une envie de cassoulet comme ça, et bien là, on peut avoir une envie de bébélé. Et puis, voilà. Donc, ça montre que quand on s'appuie sur
son terroir, dans sa culture, qu'on a capacité de proposer des choses et qu'on n'est pas fermé au secteur quand on pense à ça. Voilà. C'est une très bonne idée, le bébé lait en conserve. Oui, voilà. Franchement, c'est fallait y penser. Petites fins tardives. Exactement, plutôt que d'aller chercher quelque chose qui n'est pas de chez nous. Est-ce que du coup, vous travaillez, votre association, avec des partenaires pour pouvoir développer cette idée d'écolage économique guadeloupéen? Alors, on a aujourd'hui, il y a l'Iguavi, Iguaflore qui ont déjà donné leur plein accord pour participer. D'ailleurs, Iguavi va proposer une mini-ferme sur la place de la Victoire. Donc, pour les petits citadins qui ne voient le cochon qu'en tranche cellophane de jambon, ils pourront toucher les animaux de la ferme et même les gagner lors d'une tombola. Donc, n'hésitez pas à venir lors de la tombola pour ça. Voilà, peut-être que certains pourront gagner un cochon ou un veau ou autre. Donc, n'hésitez pas à venir. Avec d'autres aussi, des pêcheurs, des agriculteurs, des représentants des éleveurs aussi, qui font partie, ils seront là lors de la conférence. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on agglomère un maximum les forces. Donc, l'idée générale, en fait, c'est de montrer que on a des compétences, on a des qualités, on a ce qu'il faut ici pour avoir une économie c'est ça, mais c'est surtout un appel pour que les gens regardent avec réalité notre économie. Ça veut dire qu'on voit effectivement les difficultés qui sont là, qui sont réelles, mais qu'on arrive à se rendre compte aussi des réussites et de ce qu'on arrive à faire. Beaucoup de Guadeloupéens ne savent pas que, contrairement à la Martinique, parce qu'il y a eu des luttes, on a pu faire des réquisitions de terres, qu'une bonne partie des terres agricoles appartiennent aux Guadeloupéens via le conseil départemental et le conseil régional. Donc, qui veut dire qu'on a un format très particulier dans notre agriculture, par exemple. Et donc, ça veut dire que si on ne sait pas ça, si on ne sait pas qu'on pourrait avoir droit, si on ne sait pas qu'il y a des formations de pointe qui existent en Guadeloupe, si on ne sait pas qu'on peut travailler dans ces secteurs-là, dans ces métiers-là, et que les jeunes ne s'imaginent que... c'est pas une critique pour les jeunes, mais parce que quand on leur parle de travailler, c'est derrière un bureau, c'est pas thanatopraxie, c'est pas... Tant qu'on n'imagine pas et qu'on ne sait pas, on ne peut pas imaginer, créer quelque chose de totalement particulier. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire aux moins jeunes et aux plus jeunes, regardons, nous, avec réalité. Ce qui ne va pas, ok, mais ce qui va aussi. Très bien. Est-ce que il y a des personnes qui peuvent vous soutenir, s'impliquer dans vos activités? Est-ce qu'il y a un lien, un contact, en dehors de ces 2 jours, donc qui permettent de présenter les projets, l'activité, etc. Mais il y a d'autres... Alors, on a une page Facebook et on a un compte Instagram aussi. Donc, j'invite les gens à se connecter dessus. Il y aura quelqu'un qui va répondre rapidement. Donc, c'est Association Coulet Pays Guadeloupe. Et donc, ils pourront laisser leur message. Ceux que ça intéresse de participer à la conférence aussi, de ne pas hésiter. Et puis, il reste, vu qu'on a dû décaler, parce que le village aurait dû avoir lieu le week-end dernier, mais on a vu la pluie. Donc, ceux qui voudraient participer, je crois qu'il reste encore 2 stands parce qu'il y a eu des désistements dus au changement. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez avoir un stand d'exposition, présenter votre entreprise. Très bien. Donc, samedi 4 et dimanche 5, donc 2 jours. Ça commence avec le forum. Ensuite, les tables rondes et dimanche. Et le dimanche, le grand village. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association pour pouvoir, justement, si vous voulez parler de vos activités, un stand. Ces 2 stands sont encore disponibles. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Canal 10. Alors, on va refaire un petit tour d'horizon sur les invités qu'on a eus aujourd'hui. On a parlé avec Barbara Montpierre du salon Maman Timoun et Famille, donc qui aura lieu ce week-end, où elle fera part justement de sa conférence Émotions en nous libérer, donc ce jeudi à 15h au WTC. Il était question avec Aline Mugerin dans sa chronique En nous prend tant gardez-nous, le 100% santé, l'accès aux soins pour tous de qualité. Ensuite, avec M. Biras, on a vu le métier de thanatopracteur en Guadeloupe, justement à cette période de la Toussaint, mais pas que, qui est important de parler de la mort et du deuil et de comment soutenir les familles. On vient de voir avec Laurence Makiaba, membre de l'association Coulet Pays Guadeloupe, donc ce grand village qui est organisé ce week-end aussi du 4 et 5 novembre sur Pointe-à-Pitre pour montrer l'excellence
en Guadeloupe. Au niveau des titres de l'actualité, on a présenté le colloque de Dany Bébel-Gisler qui a eu lieu en lien avec la région et donc ce livre qui a été édité en collaboration avec l'édition d'Aigle Marron. Il était question de poésie avec les femmes Kamaké Belmo sur la commune du Gosier, une soirée qui mettait en valeur les femmes et leurs poèmes. Il était aussi question sur la ville du Lamontin, du village en l'honneur de la Ligue contre le cancer du sein, puisqu'on était en plein octobre rose jusqu'à aujourd'hui. Et on a parlé avec l'ARS de l'opération anti-moustique pour la Toussaint, mais pas que, pour éviter la prolifération des moustiques et le développement de la dengue. C'était les titres du jour. À la technique, il y avait Mélanie. Et donc, on termine l'émission du ZCL du 31 octobre. On ne sera pas là ni demain, donc c'est férié, la Toussaint, ni jeudi. Et on revient vendredi ensemble. Passez de bonnes fêtes de la Toussaint quand même, puisque c'est l'occasion de se retrouver en famille, dans les cimetières, mais pas que, pour pouvoir célébrer et honorer nos morts. Bonne fin de journée et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé.